Bonjour à tous. Nous constatons une sorte de mode ces dernières années qui repose sur le fait qu'il faut avoir des pensées et des émotions positives, quoi qu'il puisse arriver de fâcheux, afin d'agir sur soi dans le but final de rendre son monde absolument parfait. Comme si tout ce qui arrive dans votre vie dépendait uniquement de vous et de votre bonne volonté. On pourrait croire que ce concept a pris naissance avec l'avènement des réseaux sociaux, car depuis que nous avons Facebook et Instagram, et tous les autres, nombreux sont ceux qui s'efforcent de se construire un beau décor en ne nous présentant que les côtés vraiment palpitants de leur vie, qui bien souvent sont montés de toutes pièces, dont le seul but est de dévoiler au maximum de personnes à quel point leur vie est fabuleuse. Probablement fausse, mais fabuleuse. Et il faut croire que ça marche, que ça fait envie, car ces influenceurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, sont suivis par des milliers, voire même par des millions de personnes, 24 heures sur 24, tous les jours. Et cet étalage de réussite laisse à penser que non seulement tout le monde peut accéder à ce mode de vie, mais aussi que tout le monde devrait y arriver. Il y a une forme de devoir, une forme de tyrannie du devoir, parce que si tu n'y arrives pas, alors c'est de ta faute. Et d'un autre côté, sur LinkedIn, le réseau social professionnel, beaucoup d'entreprises ne recherchent plus de simples employés avec des compétences, mais recherchent carrément de véritables talents. Les posts et les messages les plus suivis nous expliquent comment rentabiliser notre journée en appliquant une forme de routine de bien-être, en pratiquant du sport, du yoga, dans le but final d'être toujours plus productif au travail, au top de la forme professionnelle. Le bonheur a pris une place centrale dans ce milieu, puisque de nouveaux métiers sont apparus, tels que le Happy Manager, qui s'occupe, dont le seul job c'est de savoir si les talents de la boîte sont à leur aise durant leurs heures de travail. Alors, est-ce vraiment une mauvaise chose ? Est-ce que ce courant a véritablement pris naissance dernièrement ? Eh bien, oui et non. En réalité, ce mouvement a été créé en 1952 par le pasteur Norman Vincent Peale, auteur du livre The Power of Positive Thinking, ou, comme on le dit en français, la puissance de la pensée positive. Pour l'anecdote, M. Peale n'est pas n'importe qui, car Donald Trump himself, Donald Trump allait écouter ses prêches dans sa jeunesse, et il s'est fortement inspiré de ses idées, dont le fameux précepte qui dit, écoutez ça, c'est pas piqué d'hanneton, l'aisance financière est un signe de santé spirituelle alors que la pauvreté est une malédiction. Quelle indignité! Je vous invite à aller faire un petit tour sur Internet pour faire vos propres recherches sur lui, si vous êtes un peu curieux. Et donc, 50 ans plus tard, cette idée de pensée positive a été reprise par tous les courants traitant d'un nouveau concept, le développement personnel. Comme s'il y avait à devenir personnellement développé. En 1950, le développement personnel n'existait pas. Qu'est-ce que mes parents auraient bien pu chercher à développer ? La seule chose que les gens de cette époque voulaient et demandaient, c'était du boulot, les moyens de faire vivre leur famille et l'eau courante avec un robinet dans la maison. Ah ben, c'est sûr que pour nous aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes loin de ces questions-là. Non, nous aujourd'hui, les questions que nous nous posons, c'est « est-ce que mon travail a un sens ? Est-ce que je suis heureux dans ma vie ?» Et quand on y réfléchit 3 secondes, quand on y pense un petit peu, quand on commence à se poser la question, c'est peut-être qu'on a déjà un début de réponse. Si on est obligé de se demander si on est heureux dans la vie, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr. On a un doute. Et en fait, c'est qu'on n'est pas heureux
en tout cas pas vis-à-vis des attentes et des idées que nous nous faisons du bonheur dans la vie, qui sont, je vous le rappelle, fortement influencés par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où l'on ne voit bien souvent que le meilleur de la vie des autres, que des choses palpitantes, des expériences incroyables, des réussites extraordinaires. Bon, d'accord, quelquefois on a la photo d'un ami qui nous poste tous les matins son petit déjeuner avec son café, son croissant. Mais globalement, on est tous assez d'accord pour dire que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour exprimer ces défaites, pour que vous parliez de vos non-réussites, sauf si elles peuvent entraîner un discours inspirant qui vous rappelle qu'il est toujours important de savoir rebondir. Et vous êtes là à sortir d'une semaine éreintante, à travailler 8 à 10 heures par jour, dans un poste parfois à haute responsabilité, parfois non, mais toujours sous pression, et qui vous épuise. Alors forcément, une fois dans votre lit, le soir venu, à scroller Instagram, vous vous demandez à quel moment vous avez déconné dans votre vie et dans vos choix. À quel moment vous avez déconné pour en arriver là par rapport à ceux qui disent avoir réussi à être heureux, libre financièrement. Cependant, il y a dans tout ceci une affabulation. C'est l'idée que vous êtes responsable absolument de tout ce qui arrive dans votre monde. Cela est faux car il y a des événements qui ne dépendent pas de votre volonté. Et il y a une autre idée fallacieuse qui dit que vous devez absolument émettre des pensées et des émotions positives tout le temps. Cette idée fausse fait naître en vous un sentiment de culpabilité. Lorsque vous vous sentez envahi par une émotion de mal-être, dite négative, et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous vous forcez à ignorer et à nier cette émotion. Lorsqu'un événement dérangeant, perturbant, s'invite dans votre monde, vous n'avez pas à le nier. Si vous ressentez une émotion dite négative, comme la tristesse, la colère, l'agacement, l'angoisse, soyez sûr qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est juste l'expression d'un mal-être par votre corps. Lorsque vous êtes licencié subitement alors que rien ne le prévoyait, vous avez le droit de vous sentir en colère. Lorsque vous subissez un deuil, la perte d'un être cher de façon prématurée, vous avez le droit de vous sentir triste. Lorsque vous entendez des mauvaises nouvelles, partout, dans tous les médias, vous avez le droit de vous sentir angoissé. Les émotions dites négatives ne sont ni à nier, ni à occulter, sinon elles causent des dommages d'abord dans votre corps, car c'est le lieu où elles s'expriment en premier, au niveau physique, puis dans votre psychisme. Vous sentez très bien l'envie de pleurer quand vous êtes triste, le nœud à l'estomac, sous l'effet de l'angoisse ou les palpitations dues à la colère. Mais elles causent aussi des dommages au niveau de votre psychisme, car en refoulant ces émotions, vous les envoyez loin, très loin au fond de vous. Et il y a de fortes chances, ou plutôt de grands risques, pour qu'elles se réveillent un jour, de façon explosive. Nous avons vu pour les émotions, mais les pensées, qu'en est-il des pensées, des fameuses pensées positives ou négatives? Eh bien, les pensées, vous ne pouvez pas vraiment les empêcher. Elles s'imposent d'elles-mêmes et arrivent à peu près 60 000 pensées par jour. Et comme je vous le disais, vos 60 000 pensées par jour n'attirent pas à vous tout ce à quoi vous pensez. Par ailleurs, on a remarqué que dès l'instant où vous cherchez à éviter une pensée, c'est pire encore. Cette pensée-là devient quasiment obsessionnelle. Si je vous dis là maintenant, regardez ce tableau de toutes ces couleurs pendant un moment. Maintenant,
Ne pensez pas à la couleur bleue. Pensez à toutes les autres couleurs, mais pas à la bleue. À quoi pensez-vous? Que voyez-vous dans votre tête? La couleur bleue. Il suffit de ne pas vouloir penser à quelque chose pour que ce quelque chose s'impose encore davantage à vous. Lorsque vous avez une pensée dont vous n'êtes pas très fier, par exemple, « Oh là là, je vais devoir aller voir ma belle-mère. Je ne peux pas la saquer. Pourtant, elle ne m'a rien fait. » Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et je vous rassure, cela nous arrive à tous. Le risque, c'est de vous sentir honteux à cause de cela. Et vous commencez à penser « je ne devrais pas avoir cette pensée-là ». Pire encore, voire même vous pensez « je suis une mauvaise personne ». Mais à force de vous dire que vous ne devriez pas avoir cette pensée-là, vous l'ancrez encore plus dans votre tête et vous en faites une obsession. Vous vous sentez de plus en plus coupable. Alors que faut-il faire? Eh bien, prenez conscience de vos pensées et de vos émotions. Accueillez-les, observez-les et acceptez-les. Ce sont des informations importantes vous concernant. Parce que si je pense que je n'aime pas telle ou telle personne, c'est bien moi qui suis concerné. Puis, lorsque vous avez fait cela, transmutez-les. Pas en vous disant que vous ne devriez pas penser ceci ou cela, ou que vous ne devriez pas vous sentir aussi mal à l'aise, car le forçage est absolument impossible. Voici quelques petites idées qui pourraient vous venir en aide. Premièrement, prendre conscience de la pensée ou de l'émotion, c'est-à-dire l'identifier. Savoir à quel moment et pour quelle raison vous éprouvez de la colère, par exemple. Deuxièmement, l'accepter et l'exprimer afin qu'elle puisse sortir et pas stagner en vous. Troisièmement, rétablir en vous une forme d'équilibre en utilisant toutes les méthodes efficaces que vous avez à votre disposition. Vous connaissez déjà le sport et la marche, qui sont relativement faciles à mettre en place et sont un très bon moyen d'évacuer. Vous connaissez aussi le yoga et la méditation. Mais peut-être que vous ne connaissez pas très bien l'auto-hypnose, les séquences numériques de Grabovoi et la récitation des 5 idéaux du Reiki, qui sont autant d'outils qui vous permettent de retrouver cette fameuse forme d'équilibre et dont je vous parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Quatrièmement, si quelqu'un vous a blessé, vous pouvez lui en parler, lui dire ce que vous avez ressenti, ce qui vous a fait du mal. C'est mieux que le garder en vous. Mais prenez le temps avant. Il faut prendre le temps de faire redescendre la pression, car il n'est jamais bon ni judicieux de répondre à chaud. Vous voyez pourquoi. Cinquièmement, vous pouvez aussi, si vous ne vous sentez pas de parler à cette personne directement, eh bien, parce que évidemment, c'est toujours un peu délicat et compliqué, et que quelquefois on n'a pas les mots, surtout lorsqu'on est soumis à une émotion. À l'oral et en face à face, c'est toujours difficile de tout dire à quelqu'un. On ne peut pas non plus tout se permettre. Donc dans ce cas, une des méthodes de gestion du stress consiste à écrire une lettre à la personne. Vous lui écrivez en lui disant tout ce que vous avez sur le cœur, en utilisant tous les mots qui vous viennent à l'esprit, même et surtout les plus durs. N'hésitez pas, allez-y franchement, c'est pour vous. Puis brûlez cette lettre. Et oui, vous n'allez pas envoyer des vacheries à quelqu'un. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que vous pouvez aussi vous en servir avec une personne décédée. Si vous en voulez à quelqu'un que vous pensez être responsable de vous avoir gâché la vie, à qui vous en voulez énormément, et qui n'est plus de ce monde, eh bien vous pouvez lui écrire une lettre. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec les outils que vous utilisez. Rien ne vous empêche de trouver d'autres techniques et méthodes qui sauraient mieux vous convenir. Ainsi, vous pouvez voir votre réalité telle qu'elle est perçue par vos sens, c'est-à-dire une perception parfois douloureuse. Mais vous pouvez aussi
surtout transmuter cette perception pour acquérir de l'apaisement et ne pas rester fixé dans un état de mal-être au quotidien. Car, avouons-le, être en situation de mal-être, c'est rarement dans nos objectifs. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.